Au courant des dernières années, j'ai des élèves qui m'ont mentionné qu'ils étaient intéressés de travailler dans l'événementiel, soit dans la gestion ou dans l'organisation d'événements. Ça m'a donné l'idée du fil de discussion que je vais avoir aujourd'hui avec mon invité et ça m'a aussi donné l'idée de quel invité je devrais avoir pour la discussion. Aujourd'hui, je rencontre Louis Bellavance, directeur de la programmation au Festival d'été de Québec. Avec lui, on va parler de l'organisation d'événements, du casse-tête, de la programmation. On va parler un peu des exigences au niveau de la foule, de la clientèle, des artistes, parce que comme dans tout produit, que ce soit produit, service, commerce de détail, c'est le client. Il faut satisfaire le client. Et dans son cas, ben, c'est de satisfaire plusieurs clients en même temps. Donc, je vais avoir une discussion. C'est une petite heure que je vais passer avec Louis. Donc, mon nom est Michel Babin, enseignant au département des techniques administratives au Cégep de Rimouski. Je vous souhaite la bienvenue à ce 5e balado TAD. Comme je vous parlais en intro, on reçoit Louis Bellavance, directeur du Festival d'été, directeur de la programmation au Festival d'été de Québec. Salut Louis, comment ça va? Ça va très bien. Hey, merci d'accepter l'invitation pour le podcast. Aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon de quelques éléments en lien avec ton travail, mais en premier lieu, Louis Bellavance, j'aimerais ça savoir c'est qui, puis savoir c'est quoi son pedigree au niveau là, scolaire et après ça, son cheminement ton cheminement de carrière pour t'amener justement au poste que tu es présentement. Lou Bellavance, c'est un gars de Rimouski. C'est le fil conducteur dans cette rencontre. Ouais. Euh, Plan de carrière, c'est pas un genre de métier, en tout cas pas au moment où moi je suis rentré là-dedans. J'ai pas un métier qui se prenait comme un plan de carrière. Je pense que les événements à grand déploiement, les premiers, par exemple le festival d'été, là, ça remonte au milieu des années, soit la fin des années 60, et c'était vraiment des balbutiements. Donc, c'est normal que quelqu'un qui a grandi dans les années 70 avait pas comme plan de match de participer à des grands festivals comme ça. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas un parcours académique très, très typique. Il y en a plus maintenant, mais il n'y a quand même pas. Il n'y a pas un programme festival où tu t'en vas. Peut-être que ça Non. existe, on remarque quelque part sur la Terre, mais c'est pas encore si commun que ça. Mais ce qu'il faut comprendre de cet environnement-là, c'est que c'est un environnement de show business et ça demeure d'abord et avant tout de la business. C'est le monde des affaires, c'est le parcours des affaires qui t'amène là. Dans mon cas, il y a une forte corrélation artistique dans tout ça. Mais on ne peut pas se dissocier du côté affaires. Et si on le fait, on risque de faire une vraiment mauvaise job, dans le fond, dans ce genre d'emploi-là, même si j'ai une fonction de direction artistique carrément de cet événement-là. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est d'abord de la gestion budgétaire, de la négociation, être capable de percevoir la valeur d'un produit dans un marché X. Donc, on est très, très concret lié avec le monde des affaires. Puis moi, c'est de là où tout ça vient, dans la mesure où mon parcours très personnel, ben, c'était une famille de business. On avait une entreprise familiale à Rimouski. Le père, le grand-père, toujours été dans le monde des affaires. Donc, c'était moi mon chemin le plus prévisible, puis qui me parlait beaucoup, qui me parle encore beaucoup aujourd'hui. Très, très, très intéressé par le côté développement des affaires de tout ça encore aujourd'hui. Puis le côté musique, c'est arrivé un peu par accident. On n'a pas une famille particulièrement musicale, mais mon frère Laurent était plus versé de ce côté-là. Pourquoi, faudrait que je lui demande où lui l'a pogné, mais c'est lui qui a amené des guitares à la maison, c'est lui qui a amené peut-être de l'écoute de musique de façon plus poussée, quoique mes parents écoutaient beaucoup de musique, ont toujours écouté de la musique dans un contexte social. Ils étaient des bons mélomanes, mais ça s'arrêtait là. Puis en grandissant, ben moi, c'est ça. Je faisais de la musique, je jouais de la musique d'un bar. C'était toujours une partie de ma vie. Euh, un cégep en administration ou c'était technique administrative. Non, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'est quoi le parcours officiel, là? Un cégep avec des maths, là. Ben, c'est ça, ben, il y a technique administrative, là, il y avait finance, marketing, mais il y avait aussi sciences humaines,
administration, je pense, pas mal. Administration, ouais. Fait que tu sais, ben, philo, français, sociaux et beaucoup de maths. C'est ça. Dans le fond, c'était un peu ça le profil à mon époque. Puis l'objectif de l'administration à l'université, c'était un chemin simple pour moi. Donc, j'ai fait mon bac à moitié à l'Université Laval et j'ai complété mon bac, peut-être la dernière année, je l'ai complété à l'UQAR, à Rimouski. Et à ce moment-là, je travaillais à temps plein dans l'entreprise familiale. Donc, un groupe de presse dans l'Est du Québec. Puis c'était ça le cheminement logique et intéressé. Je dis logique et intéressé parce que je n'étais pas obligé, bien sûr. Non. J'aurais pu bifurquer, mais et mon frère et moi, on est allés rejoindre mon père, dans le fond, ma mère dans l'entreprise familiale. Puis est arrivé des changements là-dedans. Moi, mon parcours était très généraliste, administration, avec une préoccupation gestion des ressources humaines, donc peut-être une mineure en RH, si tu veux, dans un parcours classique d'administration, finance, comptabilité, etc. Puis, à un moment donné, hein, dans le milieu des années 90, on s'est mis à parler de l'autoroute électronique. Et Oui. les gens qui nous écoutent n'ont aucune idée de quoi je parle. Mais l'Internet, à un moment donné, est arrivé avec c'est en même temps qu'on se mettait à parler du buzz de l'an 2000, et puis du bug de l'an 2000, ouais, plus que du buzz. Puis donc, il y avait une préoccupation sur quel allait être l'impact de l'Internet dans la vie des entreprises traditionnelles. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches et d'inquiétudes et de prévisions, certaines fondées, d'autres pas. Mais nous, on savait que le domaine de la presse écrite allait assurément être impacté. Puis je pense qu'on a vu juste là-dessus. Puis on a choisi de vendre l'entreprise familiale en 97. Euh, donc, on a fait cette transaction-là. Mes parents sont partis à la retraite. Mon frère est parti chez TELUS. Moi, je suis resté à Rimouski dans des entreprises qu'on avait à ce moment-là aussi en art graphique. Mais à partir de là, j'étais en mode, c'est quoi mon prochain plan de match? Et à ce moment-là, en tant qu'homme d'affaires, j'étais impliqué dans certains conseils d'administration à Rimouski, dont le Festi Jazz, petit Oui. festival de jazz adorable où j'avais pris le relais de mon frère, où mon père était un commanditaire depuis le début. Donc, c'est un événement qu'on adorait. On participait, moi, d'aussi longtemps que je me rappelle. J'allais toujours voir les shows du Festi Jazz. C'est un événement que j'avais à cœur et que j'aime encore beaucoup. Puis, sur ce CA-là, où la porte pour la programmation s'est ouverte parce que notre programmateur de l'époque était plus disponible, c'était des emplois bénévoles, évidemment. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Je me suis initié à ce milieu-là et c'est rapidement devenu une évidence pour moi que, OK, ça, c'est un métier que je ne connaissais pas. Et là, je me posais la question, on peut-tu gagner notre vie avec ça ou on est condamné au bénévolat et aux remises de prix de bénévole de l'année? Puis la logique, ça a été de quitter vers Montréal. Donc, le parcours qui m'a amené là, c'est tout ce cheminement-là jusqu'à 30 ans, en fait, où là, j'ai quitté Rimouski, puis je suis allé m'installer à Montréal en me disant, ici, je peux gagner ma vie dans le show business qui serait très, très difficile de faire à Rimouski. Il y a quelques emplois, puis il doit en avoir de plus en plus, mais déjà, quand moi je suis parti, probablement que Jacques Pinault était déjà en poste. Donc, il n'y avait pas, j'avais pas beaucoup d'options. Et puis moi, je voyais, à ce moment-là, je voyais les grands festivals de jazz à Montréal, qui était mon but dans la vie à ce moment-là. Je disais un jour, je vais réussir à travailler là puis à booker des grands, grands spectacles. Mais c'est ça, tu as le background, j'en reviens un peu, tu as fait de la musique un peu, est-ce que ça te permet un peu mieux de comprendre, tu sais, sans dire la négociation, mais tantôt on va parler peut-être d'exigence, des trucs comme ça, on va parler des groupes comme des marques de commerce, mais est-ce que ça t'a aidé à comprendre un petit peu l'envers, tu sais, des fois, oui, il y a le côté technique, tout ça, je sais que c'est pas toi qui s'occupe de ça, mais quand il y a des gens qui te parlent, est-ce que ça te fait comprendre certains éléments, ce côté-là, là? Oui, c'est assurément un avantage. C'est pas essentiel. Je regarde des gars comme Laurent Saunier ou Nick Farkas qui ont des emplois similaires aux miens à Montréal dans des grands, grands marchés. Puis c'est pas des musiciens, mais c'est des gars qui ont été là-dedans toute leur vie. Donc, je pense qu'on peut y arriver avec ou sans.
Pour moi, c'est clairement un avantage et ça fait encore partie de ma vie. Je joue encore de la musique. La guitare, c'est pas juste une pièce de décor. Elle décroche de là souvent aussi. Ça fait partie de ma vie. Puis ça m'aide dans ma progression dans l'entreprise en ce moment. Le côté technique, évidemment, effectivement, on a une personne en direction technique, mais cette personne-là maintenant relève de moi aussi. Donc, pour ce qui est de la production du spectacle, moi, je supervise le show de A à Z dans mon équipe de travail. J'ai à diriger les gens qui vont, tout ce qui va toucher au séjour de l'artiste, donc le show, les chauffeurs, l'hébergement, la bouffe, l'accueil dans les loges, la technique, le test de son, la qualité des installations techniques. Donc, tout ça, c'est sous ma responsabilité maintenant. Donc, c'est bien d'être le plus polyvalent possible, d'être le plus 360 possible. Ça m'aide d'être musicien, mais dans ça, comme dans tout ce que je fais, en fait, il ne faut pas trop s'attacher à ce qu'on sait, puis à ce qu'on aime, surtout pas, puis avoir beaucoup d'humilité là-dedans, puis de reconnaître que c'est un move, c'est une entreprise, c'est un domaine, et la plupart le sont, qui est en changement constant, continuel. Il faut se reposer sur des gens qui sont là. Il faut avoir des places stratégiques où on a des gens qui font de la veille de toutes les façons possibles. Il faut s'appuyer sur des grands réseaux de contacts, il faut se remettre en question tout le temps. C'est une business de jeunes aussi, je pense, le show business. Donc, en vieillissant là-dedans, c'est encore plus important de rester connecté, puis de faire confiance aux autres, puis de bien s'entourer. Puis tu parles de réseau de contacts. Est-ce que avec les années, ça fait combien d'années que tu es là présentement maintenant? À Québec, ça fait 10 ans. Puis avant ça, il y a eu 10 ans à Montréal où j'ai eu la chance justement de programmer, à réaliser mes rêves, donc programmer le Festival de jazz de Montréal, les Francopholies, Festival Nuit d'Afrique, travailler pour Evenco, donc les gros shows au Centre Bell, au Chiaga. J'ai fait tout le marché de Montréal en tant que programmateur. Et là, ça fait 10 ans que j'ai pris la tête là, de la direction de programmation au Festival d'été à Québec. Mais c'est ça, mais avec les contacts, ça fait, bon, grosso modo 20 ans là, que tu es dans le domaine. Puis est-ce que c'est plus facile, tu sais, le Louis Bellavance, que ce soit à un endroit ou à l'autre, quand tu appelles ou contacter des agences, je ne sais pas, d'autres festivals pour savoir hey, c'est quoi les contacts, ça devient-tu plus facile avec le temps? Est-ce que tu as une meilleure réponse? J'ai une meilleure réputation, j'ai un bon réseau, mais là aussi, ça change constamment. Euh, Comment je dirais bien, Olivia Rodrigo ou Lil Nas X, ils ont des managers qui peut-être sont allés à l'école avec eux autres, ils ont des agents qui ont rencontré quelque part dans des endroits où je ne vais pas. Puis, cette roue-là tourne constamment. Fait que oui, il y a toujours des acquis, il y a une base. Ces gens-là vont peut-être avoir entendu parler de moi. Mettons, aujourd'hui, ça va me faciliter l'entrée, mais tu peux jamais t'asseoir sur ton réseau. Tu dois l'entretenir constamment parce que plus que jamais, c'est une business éphémère. Le produit est très, très éphémère. Les carrières sont courtes, fulgurantes, mais courtes. Puis, si on veut s'inscrire dans ces trajectoires très, très courtes-là, il faut être au bon endroit au bon moment et être capable de refaire ces contacts-là par personne interposée. Oui, c'est toujours pertinent d'avoir un réseau avec d'autres festivals partout dans le monde, mais d'être beaucoup sur la route, d'être toujours présent, sauf depuis 2 ans. Mais sinon, c'est sûr que je prends la route normalement une fois par mois pour m'en aller quelque part, aller refaire et refaire ces contacts-là pour les solidifier. Fait que ça prend un flair là, pour comme on peut dire, les nouveaux artistes ou sans dire la relève, là, parce qu'il y en a qui ils font leur nom rapidement. Tu as Ouais. les anciens bands, tu as les anciens groupes qui sont là depuis des décennies, mais les nouveaux, c'est d'avoir un peu de flair. Là. Oui, ça prend du flair, mais plus important que ça, c'est de connaître son marché parce que je nommais pour le fun Olivia Rodrigo, ouvrir un billboard sur Internet, n'importe qui demain matin, les ados au Paul Hubert, les étudiants au Cégep, on va leur demander c'est qui vos top 10 bandes qui buzzent cette année. Ils vont en avoir 8 des 10 que moi je vais arriver. Là. Il y a pas, c'est pas si difficile. Après, c'est de voir.
quel impact ces artistes-là vont avoir dans notre marché à C'est Québec, à ça. quelle vitesse ils vont s'intégrer au marché de Québec, dans quel style on peut aller plus rapidement. Est-ce qu'un artiste hip-hop, je peux le faire dès qu'il monte, alors qu'un band de rock, il faut que j'attende qu'il ait fait des salles pleines dans Toronto, Montréal, avant de me lancer ici pour pas être trop sur le devant de la vague. Donc, c'est cette étude de marché-là constante qui est centrée vers mon marché, l'Est du Québec. C'est ça qu'il faut que je comprenne pour après être capable de prendre ce qui est plus évident puis dire, OK, Olivia Rodrigo, phénomène de l'année depuis un an, à quel moment elle va être prête, à quel moment ça va être le bon moment, quand est-ce que c'est trop tôt, puis quand est-ce que ça va être le moment d'y aller, puis quand est-ce que ça va être trop tard aussi, puis qu'on va manquer le bateau. C'est ça, parce qu'une scène extérieure avec 50, 60, 100 000 spectateurs versus en stade intérieur, en Colisée, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes prestations. Fait que Ben, c'est tu ça. amènes On quelqu'un qui a, a l'expérience aussi là, de grande Oui, scène. puis c'est pas la même clientèle. Quand tu t'adresses à nous autres, notre capacité, c'est 90 000 personnes. Il y a à chaque année un artiste qui va l'atteindre ou pas loin. On va faire en haut de 80 000. Ces artistes-là ont quand même des choses en commun. C'est pas simplement le plus gros artiste. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un artiste qui va vendre les 15 000 billets du centre Vidéotron très, très, très rapidement. C'est pas nécessairement celui qui va m'amener 80 000 personnes sur un site extérieur. C'est peut-être celui qui va m'amener le premier 20 000 le plus vite, mais pour se rendre jusqu'en arrière du terrain, à un moment donné, ça prend des gens qui n'auraient pas acheté le billet en salle, mais qui vont venir dans ce contexte-là. Et pour qu'ils viennent, il faut qu'il y ait des références, il faut que le nom ait un certain, ce qu'on appelle en anglais un back catalogue. Il faut qu'on soit capable de nommer une chanson à un moment donné et pas juste les 15 000 personnes qui sont très, très, très fans. Il faut que leurs parents aussi aient une référence à un moment donné et ça peut prendre plus de temps. C'est pour ça qu'on a des groupes un peu parfois has-been ou qui ont eu leur meilleur moment il y a un bon moment, qui vont surperformer dans notre contexte à nous. Et puis ça, pour moi, c'est des occasions de faire des très bonnes affaires parce que je veux parler avec des agences américaines, anglaises, qui comprennent pas si bien notre réalité à nous, puis qui verront pas à quel point leur produit a une meilleure valeur pour moi que pour quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, moi, je vais faire des bonnes économies. Puis l'inverse est vrai encore plus probablement, où un agent américain qui travaille avec un artiste country qui remplit un stade à Nashville va me dire, tu as la même capacité, on a fait tant de millions sur ce stade-là, voici ce qu'on veut, ce qu'on vaut. Puis moi, je vais dire, mais c'est deux réalités complètement différentes. Vous ne C'est comprenez ça. pas, la valeur ne se rend pas jusqu'ici, puis il n'y aura pas d'écoute pour ça souvent. Et souvent, c'est des artistes qu'on ne verra pas. Les artistes qu'on ne voit pas, c'est souvent ce rapport-là entre l'écart de valeur dans le marché américain et canadien et québécois qui, qui est un clash trop difficile à surmonter pour que moi, j'accepte à un moment donné de payer ce prix-là quand je sais qu'au même prix, je peux faire quelqu'un d'autre qui va me donner un meilleur rendement. Oui, parce qu'après ça, il faut que tu penses là, les ventes sur le terrain aussi. En plus, il y a le spectacle, mais tu sais, les produits. L'exploitation, c'est extrêmement important. Il faut essayer de balancer ça. Ouais, le puzzle complet de ça. On ne peut pas être uniforme. L'expérience nous apprend à un moment donné que si c'est un marathon d'11 jours en continu dans le cas du festival d'été. Donc, si on programme plus que 3 soirs de rock, par exemple, les auditoires vont diminuer tout le temps. L'audience va être de plus en plus faible. Fait qu'il faut savoir, OK, on est arrivé, on a trouvé les bonnes touches de rock, un peu du plus récent, du plus vieillot, du plus lourd. On a touché à tout ça. Maintenant, on arrête, on va ailleurs. Il faut qu'on touche à différents styles pour permettre à cette population-là de s'oxygéner, de reprendre son souffle, de partager les billets, de revenir. Donc, c'est un écosystème vraiment particulier, unique au monde, à ma connaissance, qui est le modèle d'affaires du Festival d'été de Québec. Puis pour nous, ça, c'est un élément dans ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on a une salle de spectacle, on a un événement en automne, on a un événement en hiver, on va participer à différentes affaires dans d'autres territoires aussi. Donc, tout ça, ça s'inscrit dans un tout, dans une entreprise plus large, mais évidemment, le festival d'été, c'est le gros morceau. Oui, ben, je regardais ça, là, j'ai ma liste de questions à côté, mon fil de discussion, puis
T'amènes on se promène dans différentes affaires dans le Ah, mais parcours, mais bon. c'est parfait du prévu, imprévu, là. Non, mais tu parlais, bon, tes 3 soirées, là. Est-ce que tu as un canevas de base qui dit oui, j'ai mes clientèles ressemblent à ça, tu dois avoir un peu la ventilation de ta clientèle, mais tu arrives, tu dis, OK, tu dis 3 soirs de rock, bon, ça peut tanner les gens à en mettre plus parce qu'il y en a qui pourraient faire 11 soirs de show de métal, mais c'est pas un gros pourcentage. Mais as-tu un canevas de base disant, OK, ça nous prend tant de soirées de pop, peut-être une soirée de country, après ça, hip-hop pour les jeunes, les plus vieux aussi du Québec. As-tu un Absolument. canevas? C'est une grille Excel, en fait, que je repars à chaque année en mode un peu page blanche. On commence par regarder nos performances de l'année d'avant. Et là, on a accès, évidemment, il y avait combien de monde sur le terrain, à quelle heure exactement, la première partie a-tu fonctionné, les gens sont-ils partis après le premier show, il y en est arrivé d'autres. L'exploitation, le FEB, donc Food and Beverage, comment ça a fonctionné. On est capable d'évaluer à quelle heure les gens sont rentrés sur le terrain, ce qui vont nous donner une idée d'à quel point ces artistes-là étaient des forces pour la vente de billets aussi. Ça va être un indice. Si les gens se pointent à 9 heures, c'est pas la même traction que si les gens sont arrivés en début de soirée pour voir la tête d'affiche, même s'il peut y avoir la même quantité de gens, mais ça nous parle d'une façon différente pour vendre des billets. Puis on regarde quand tu as des contenus similaires, nous, on ne vend pas des billets sur chacun des shows, on vend un seul billet pour l'ensemble de l'œuvre. C'est sûr que quand tu travailles avec Bon Jovi et Aerosmith, il y a beaucoup des mêmes personnes. Tu peux te dire, il y en a un qui a une démo un peu plus 70, l'autre est plus 80. Mais les chances sont que ceux qui l'ont acheté sur le premier band sont contents sur le deuxième. Ces billets-là sont vendus, remets-en pas un autre par-dessus. Là, il faut que tu ailles ailleurs. Mais si tu vas dans du très hard rock, là, il y a des shows, il y a du monde que tu avais échappé avec ces deux-là qui vont s'accrocher. Mais après, tu peux considérer que ce billet-là, il est vendu, cette clientèle-là est touchée et on va s'en aller ailleurs. Et là, on va dire la foule qui se déplace pour la musique électronique, c'est quelque chose que j'ai commencé en 2012. Il n'y en avait jamais eu avant. Ça a commencé tranquillement, essai-erreur, petite foule, moyenne foule, mais tranquillement, ça a construit, ça s'est développé. On a mis des noms plus importants, puis maintenant, on est arrivé, par exemple, avec les Chainsmokers ou Kygo, et là, boum, ça y est, on venait de créer un nouveau soir, un nouveau type de contenu avec une clientèle qu'on voyait moins, avec beaucoup de personnes qui vont acheter le billet pour ce moment-là. Et là, on s'ouvre une porte sur un autre créneau. C'est le même exercice qu'on fait tranquillement avec le country. C'est en évolution. On l'a fait avec des hauts et des bas. On a sauté des années parce qu'on n'avait pas le produit qu'on voulait. On va essayer dans ces situations-là de faire ce type d'artistes-là sur d'autres scènes, de les faire dans notre salle à l'Impérial à l'année, voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'il y a vraiment une réponse avec des petits artistes émergents où les gens sont juste intéressés par les superstars. Donc, il n'y a pas vraiment un développement par la base. Beaucoup, beaucoup de données qu'on va aller chercher sur toute l'année, sur l'évolution des genres un peu partout pour, à un moment donné, continuer à le travailler, puis s'en venir quelque part où, OK, c'est là où on s'en va et on va surpondérer. Fait que cette recette-là, cette grille-là, elle existe. Il n'y a jamais de nom là-dedans. Non. Les noms, c'est le dernier de mes soucis. Mais je sais que j'ai besoin d'un rock qui va être un A+ ou un A, un pop aussi. En hip-hop, je sais que je ne veux pas jouer un A ou un A+, parce que mon rapport de rendement sur ce créneau-là ne nécessite pas que j'investisse ce type d'argent-là, mais je sais que ça m'en prend un ou deux, un B, qui va être un bon niveau, qui va me donner du bon rendement, puis je n'ai pas besoin d'aller plus loin là-dedans. Et là, j'ai toute cette palette-là. Ensuite, on se demande, OK, qui peut remplir la case A? Et là, on sort la liste de noms. Tout le monde a les mêmes noms. Puis là, c'est Coldplay, Eminem. Et on met tous les noms à tout le monde là-dedans. Puis on descend la liste jusqu'à temps qu'on trouve quelqu'un qui nous convient dans ce créneau-là. Puis quand on a trouvé ça, c'est terminé. S'il arrive un autre hip-hop après, puis on a déjà notre hip-hop, trop tard, on y va pas, on le fait pas, on passe. On reste toujours très, très fidèle au plan de match. Puis l'élément complexe, ça doit être d'arriver et de dire, OK, il faut que l'artiste, mon A+, celui qui va attirer le plus de monde, tombe sur une soirée qui est bonne aussi, dans le sens où, tu sais, Oui, puis amener Kiss c'est un lundi difficile. soir versus un samedi soir, ça, Oui, puis c'est ça pas joue, là. toujours possible, mais plus les artistes sont gros,
plus on peut résister à cette contrainte-là. Fait que ça, OK. c'est beaucoup plus important pour les artistes plus faibles. OK. Puis on en a sur un soir, c'est pas tout le monde qui est au. Mais quand on travaille, mettons, je vais poursuivre avec mes lettres ABC, là, mais si on fait 4 soirs dans le festival qui sont peut-être des C, on sait que si on fait ça un mardi, c'est comme si on abandonnait un peu cette soirée-là. Versus le même artiste, pas super connu, mais en début de festival, un vendredi, peut-être qu'on va avoir 2 fois l'assistance. Tandis que Bon Jovi, lundi soir, ils vont remplir le terrain. On n'aura pas autant d'exploitation, ce ne sera pas aussi bon, mais ça va être très, très fort quand même. Mais quand même, tu regardes ça, là, même il y a des spectacles à Québec, Montréal, les gens vont partir de Rimouski, même si c'est un mardi soir, ils vont aller le voir, ils vont se prendre un après-midi de congé, ils vont rouler, ils vont revenir dans la nuit, ils vont s'organiser, ils vont aller le voir. Ouais. Ça doit être Dans la le même cas du affaire. festival d'été, c'est beaucoup de la population de Québec qui prend des vacances pour être là aussi. C'est sûr que c'est marquant, ça a 52 ans, c'est vraiment enraciné dans le tissu social de Québec. C'est un événement qui, dans la tête des gens, ça leur appartient. Euh, Ils sont très, très possessifs, comme les gens à Montréal avec les Canadiens. C'est un peu le même rapport, toute proportion gardée quand même, mais c'est vraiment très important. Puis oui, on en profite là, pour être capable de performer en début de semaine. Puis quand je regarde, tu parlais de la programmation, bon, tu as tes canevas. C'est une question que je voulais poser. Y a-tu un moment donné, tu sais, c'est sûr, il y a Louis, le gestionnaire de la programmation, mais est-ce que Louis, le petit gars, il est là puis il dit, moi, ça serait le fun d'avoir cette bande. Pas tout le temps, là, tu sais, parce qu'il Ouais. faut plaire à tout le monde, mais à un moment donné, est-ce Ben, que sur le, tu glisses une idée de dire, hey, moi, j'aimerais ça les voir. Oui, le timing est bon pour le public, mais j'aimerais vraiment l'avoir, tu sais. Sans dire, je me fais un petit plaisir, mais ça fait plaisir au public, là, mais... Ben oui, puis je dirais que sur la masse, je suis confiant qu'il y a toujours des moments pour moi. Tu sais. Hmm. Euh, c'est quand même, je sais pas, à peu près 200 shows dans le festival, plus tout ce qu'on fait à l'année en dehors de ça. Fait que j'ai beaucoup de moments où je suis très content, mais ça ne veut pas dire que c'est un moment sur la scène belle des Plaines d'Abraham. Non. Euh, Ça peut être d'aller voir The War on Drugs sur la scène Loto-Québec, qui va être pour moi le highlight d'une édition du festival, ou aller voir Nathaniel Rateliff à l'Impérial en février, puis d'avoir la soirée de l'année parce que c'est un artiste que j'aime à ce moment-là. Puis, fait que il n'y a pas de contexte. Et ça peut être Neil Young sur les plaines en 2018 où là, je réalise un rêve de petit gars, mais euh, c'est rare. C'est pas à tous les ans qu'il y a des artistes sur la scène belle qui sont vraiment significatifs pour moi. Mais après 20 ans de ça, je veux dire, j'ai produit Bob Dylan à Wilfrid Pelletier à Place des Arts quand j'étais au FEC. J'ai travaillé sur le show d'Eric Clapton au Centre Bell il y a si longtemps. On vient à un moment donné, il y en a moins là, que j'ai pas eu la chance d'être proche ou puis si je les ai pas produits, je les ai vus parce que on est souvent sur la route. Puis, fait que le wish list, il n'est pas si important. Maintenant, ce qui me fait triper, c'est la réaction des gens. C'est de me promener sur le terrain, c'est de monter sur la scène, sur la coulisse à côté, puis d'aller voir la foule, puis de voir 60 000 personnes, puis de regarder les expressions dans le visage des gens, puis de me dire, oh, ça, c'était judicieux. Puis, c'est là que je comprends que j'ai fait une bonne job quand je vois les expressions comme ça, à quel point les gens sont heureux, puis que ça devient vraiment un moment magique, inoubliable. Créer des moments où on va se dire dans 10 ans, t'en rappelles-tu, étais-tu là, j'étais là, on est allé souper là, on a fait ça. C'est ça notre business, puis j'adore ça, c'est sûr. Moi, j'ai un moment avec le festival d'été, tu vas peut-être être capable de compter le reste de l'histoire. Un moment d'anthologie, à un moment donné, j'étais chez un de mes amis du côté de Lévis, puis il disait, hey, j'ai des billets pour aller au festival. À soir, on y va-tu? Puis on voyait que c'était le ciel était gris, puis on l'a manqué. Puis c'était la soirée, la première soirée que les Foo Fighters sont allés, sont revenus. Il y a une belle histoire par rapport à ça. Est-ce que c'est un moment, je dirais, est-ce que tu as mis une petite étoile dorée dans ton cahier en disant, ils sont revenus, Oui, puis ils se sont donnés, là. Ça oui, vaut. absolument. C'est sûr que ça, c'est des.
quand tu as des rendez-vous manqués, ça crée une charge émotive qui va se poursuivre, qu'on pourra parfois réparer dans le cas des Foo Fighters, mais souvent, non. Des fois, il n'y aura pas d'autre occasion où le feeling sera plus le même. On n'arrivera pas vraiment à continuer sur cette vague-là, puis à cristalliser le moment. Mais les Foo Fighters, entre 2015 et 2018, donc ça a Ouais. pris 3 ans, mais c'est resté très, très présent. Euh, Ils sont restés, eux, à l'avant-plan, ils sont restés forts dans notre marché, ils ont même continué à progresser. Puis je pense que la deuxième fois, ouais, le buzz était encore plus grand. Puis eux étaient évidemment très, très conscients qu'ils venaient euh, remplir ce contrat-là qu'on avait ensemble. On s'était entendu tout de suite après le show. Dans les semaines qui ont suivi, j'étais à Los Angeles, j'avais rencontré le management là, puis on avait dit, regarde, tout le monde veut le faire, Dave veut revenir, c'est une question de temps, puis on va trouver un bon timing. Euh, on avait réussi en 2015 à les avoir puis à être exclusif là-dessus. On avait donc réussi à ce qu'il n'y ait pas de concert à Montréal, puis c'était un band très important pour Montréal aussi. Et comme ils devaient revenir chez nous, ben, ils sont restés en dehors du marché de Québec et de Montréal pendant 3 ans, une OK. éternité. Fait que tout ça fait que c'est quelque chose qui est très, très intimement lié à notre histoire. Puis je regardais un documentaire sur la vie des Foo Fighters qui a été diffusé, euh, je pense qu'il est sur Netflix. Puis dans ce documentaire-là, où ils parcourent à travers leur histoire, ils racontent l'histoire de Québec aussi comme un événement marquant pour eux autres. Euh, Fait que oui, ça, c'est sûr que c'est des moments qui sont au-delà de la musique, mais c'est le côté humain qui rentre là-dedans et qui fait que c'est vraiment spécial. Puis on a dû en profiter cette année-là pour booker un autre show parce que moi, j'étais à Ottawa là, au lendemain du. Je suis pas allé voir le spectacle Foo Fighters en 2018, mais j'ai fait un saut parce que j'ai croisé Dave Grohl sur une lumière à Ottawa. Je me demandais pourquoi. Puis il y avait Festi Blues, Festi Jazz, Ouais. Blues Fest, je Blues pense. Fest, oui. Fait que non, c'est ça. Comme je disais tantôt, est-ce que tu vis des événements comme un petit gars? Mais j'étais comme un petit gars sur la lumière quand je l'ai croisé, là. Non, c'est un bonhomme qui a de l'air bien sympathique. Euh, Extrêmement sympathique. oui, puis c'est ça, on parle, bon, eux autres, il y a des contraintes, c'est sûr, bon, contraintes de budget, on ne parlera pas de ça, mais des fois, les gens ont des demandes, puis ils disent, ah, ça serait-tu possible d'avoir tel artiste? C'est sûr qu'il y a des contraintes géographiques aussi, là, sont où, à quel moment, mais dans ta programmation, au niveau des contraintes, quand tu arrives, tu parles des têtes d'affiche. On s'en est parlé hors d'onde tantôt, où tu en as parlé, de dire, écoute, j'ai ma tête d'affiche. Est-ce qu'il y a une recette ou est-ce que vous regardez les autres festivals quand il y a une certaine tête d'affiche, qu'est-ce qu'on amène comme groupe ou comme première partie, ou est-ce qu'il y en a qui disent si tu me prends, voici ma première partie? Euh, il y en a beaucoup qui vont vouloir amener les premières parties. Tous ceux qui sont en tournée vont vouloir amener les premières parties. C'est assez rare que moi, je vais accepter ça. Quand ils viennent dans un show en aréna, évidemment, c'est eux qui produisent. C'est OK. c'est un rapport complètement différent. S'ils viennent faire le centre Vidéotron ou Centre Bell ou n'importe quelle aréna, dans le fond, c'est la tournée du groupe. Ils contrôlent tout de A à Z. C'est leur volonté d'être là. Et voici qui joue avant, voici comment ça se passe, la technique, c'est leur truc. Et ils sont payés sur un pourcentage des profits, pourcentage extrêmement important. On parle de au moins 90% des profits. Donc, c'est eux qui produisent. Le promoteur loue la salle et participe à la réussite ou à l'échec financier, mais dans une moindre mesure. Le promoteur, en fait, opère va beaucoup générer de revenus avec les revenus auxiliaires de stationnement, de bière, de marchandises, etc. C'est là où va se faire beaucoup des revenus parce qu'en billetterie, il n'en restera pas beaucoup. Ouais. Quand ils viennent en festival, c'est un univers complètement différent. C'est à la demande du festival qui dit voici comment on vous paye, peu importe comment on vend de billets, c'est ce qu'on appelle des flat fees et on contrôle on a le droit de contrôler nos affaires. Parfois, ça joue dur, mais moi, j'ai toujours en tête le genre de soirée que je veux offrir. Puis parfois, il y a des premières parties qui tournent avec eux, mais qui sont trop grosses, ça peut arriver, ou qui sont pas à mon goût. La première partie, ils vont me dire, ben, écoute,
c'est 75 000, puis ils vont être là, puis moi, je fais comme, j'en ai pas besoin dans ce contexte-là, j'ai quelqu'un d'autre que j'aimerais voir là à moins cher. Par contre, l'artiste, moi, je vais souvent leur laisser, ceux qui sont des têtes d'affiche sur la scène belle, je vais leur laisser le loisir d'approuver la sélection que je vais faire de gré à gré. Mais à un moment donné, s'ils ne veulent pas, je peux l'imposer. Mais mettons qu'ils me disent, on n'aime pas tellement ce band-là, il y a un conflit, je vais trouver quelque chose d'autre pour éviter de mettre les gens dans un mauvais esprit parce qu'on le sait, en festival, c'est particulier, c'est à l'extérieur, il y a beaucoup d'impondérables. Et justement, les artistes débarquent, ce n'est pas leurs installations, leur loge, leur bouffe, leur production. Donc, ils sont beaucoup, beaucoup en train de s'adapter. Si on peut, nous, les mettre de bonne humeur à toutes les étapes, jouer avec des artistes qu'ils apprécient, bien manger, être pris en charge, hôtel, transport, etc., puis que tout se passe bien. C'est une très bonne façon d'avoir un artiste qui débarque sur scène puis où les gens vont se dire, c'est-tu moi ou il se passe de quoi? Il me semble qu'il est vraiment dedans puis il est content. Quand on a cette impression-là, souvent, on ne se trompe pas. Il y en a aussi qui sont sur le pilote automatique qui font le même show 365 jours par année. Mais disons que c'est des facteurs qu'on essaie de contrôler. Fait que la première partie, c'est un de ces enjeux-là où on veut être favorable tout en gardant notre direction artistique. Puis ça te permet aussi, là, tu sais, en disant, c'est pas vous autres qui allez contrôler vos premières parties, c'est moi qui vais accepter, oui ou non, si ça fait. Mais ça te permet aussi, en contrôlant toi-même ta programmation, d'insérer peut-être des artistes locaux, québécois, canadiens qui méritent d'être connus ou que. Puis Absolument. ça fait une découverte, le band qui est en tête d'affiche, et des fois ils découvrent. Là, il y en a des artistes qui ont fait des belles rencontres aussi. Là. J'ai des tonnes d'histoires comme ça. Je parlais avec les filles de Milk and Bone il n'y a pas si longtemps qui ont eu la chance de jouer avec Lord Cyndi Lauper. Puis Cyndi les a invités à venir sur scène. Ils étaient là, sur le côté de la coulisse, ils regardaient le spectacle. Ils n'avaient aucune idée que ça allait se passer. Puis Cyndi a dit, OK, Milk and Bone, venez-vous-en. Super nerveuse, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait là? C'est inoubliable. Charlotte Cardin, à qui j'ai demandé de venir ouvrir pour Sting, Peter Gabriel sur les plaines, elle n'avait même pas 1 heure de matériel, elle commençait. J'avais l'opportunité de faire ça pour elle, puis ça a été bien humblement quand même un morceau dans sa progression de sa carrière. On a continué à travailler avec elle depuis. Beaucoup, beaucoup d'histoires comme ça, effectivement. On peut le faire, puis c'est important de le faire. C'est notre rôle aussi, puis on est super, super heureux de faire ça. Et puis, on a fait le tour de ça, mais il y a le festival d'été, je voulais poser la question. C'est sûr, c'est un événement qui est connu, c'est majeur, les gens se déplacent pour y aller, mais avec le temps, là, si on fiche ça là, dans les 5 dernières années, 10 dernières années, c'est quoi qui fait que le festival d'été attire autant les gens? C'est quoi la caractéristique majeure? Là? Bon, pour les artistes, on en a parlé, là, mais pour les festivaliers, là, c'est quoi le point, le piton qu'on paye, ça fait, les gens sont satisfaits. Là. Ben pour nous, le modèle d'affaires a basculé parce qu'on sait que c'est un événement qui a 53, 4, je ne sais plus. Mais il y a quand même il y a eu un changement de vitesse au 400e de Québec, OK. qui est 2008. Puis l'hypothèse à ce moment-là, c'était d'investir massivement dans le produit. C'était extrêmement audacieux. Puis c'était possible l'année du 400e avec tout l'argent public qui a été injecté pour cette occasion-là. Mais ça a démontré euh, que le revenu est dans la dépense, puis qu'on pouvait être beaucoup plus agressif en termes de produits, puis que les gens allaient répondre à ça. De se dire, les gens sont prêts à payer plus qu'on pense si on leur donne ce qu'ils ont envie de voir. Puis je pense que le même phénomène s'observe à Rimouski avec les grandes fêtes où Oui. le produit est en constante évolution. C'est pas tant la participation des gens ou les facteurs externes, le moteur de croissance de cet événement-là, c'est le produit. C'est les investissements soutenus en produits qui sont répondus en écho par la clientèle. Après, quand l'événement prend cette envergure-là, puis qu'on se met à faire des gros shows, des gros shows, des gros shows,
Là, il faut gérer une foule, il faut gérer de la logistique, il faut que ce soit sécuritaire, il faut que ce soit agréable, il faut que ce soit beau, il faut que les gens mangent de mieux en mieux et boivent de mieux en mieux. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça prend du confort de plus en plus. C'est en évolution constante, puis c'est une préoccupation pour mon équipe aussi constante de réfléchir aux produits globalement, jamais se limiter aux artistes. Les artistes, en fait, c'est devenu un mal nécessaire. On ne peut pas revenir en arrière. On a la plus grosse enveloppe de programmation au Canada. On a le plus gros terrain en Amérique du Nord. On a la plus grosse scène en Amérique du Nord. Par le fait même, c'est devenu notre ADN, c'est notre modèle d'affaires. Ce qu'on vend aux artistes comme au public, c'est cette communion-là, cette messe-là, où on dit à des artistes extraordinaires, vous en avez vu d'autres, vous avez fait des stades, mais attendez de voir ce qui va se passer à Québec, vous ne vous attendez pas à ça. Et ça fonctionne, ça arrive à chaque fois. Et les gens qui participent savent aussi qu'ils sont dans cette équation-là. Ces gens arrêtent de venir, c'est terminé. Euh, les gens savent qu'ils vont être dans un rassemblement de 60, 80 000 personnes et ça, c'est particulier. Il y a une énergie là-dedans. L'artiste va répondre à ça, les gens vont répondre à ça. Il y a cette connexion-là qui est vraiment forte qu'on arrive à créer, que très, très peu d'événements dans le monde arrivent à créer. Mais à partir de là, comment ne pas perdre de vitesse? On ne peut pas toujours remonter la barre en termes de produits. Il y a une certaine limite à ça, à l'élasticité du prix qu'on est capable de payer puis de charger aux gens dans le niveau de foule qu'on attire. Donc, il faut le regarder de différentes façons, puis c'est ce qu'on fait, puis c'est le fun. Moi, je trouve ça super intéressant d'aller le travailler autrement. Dans la prochaine édition, là, on va avoir un espace qui n'est pas la Sainte-Belle, mais un autre site avec 2 scènes côte à côte pour faire de la musique en continu. Parce qu'on pense qu'il y a une portion de la clientèle peut-être qui est moins satisfaite ou moins bien servie avec les 3 shows de la Sainte-Belle, par exemple, ou une espèce d'ordre, un spectacle, une demi-heure de pause, un spectacle, une demi-heure de pause, puis qui voudrait vivre quelque chose de plus immersif encore, puis voir plus de musique dans un autre lieu qui est plus expérientiel, où il va avoir plus d'offres alimentaires, où il va avoir des offres de repos, où tu peux décrocher pendant 2 spectacles parce que ça t'intéresse moins, mais tu vas trouver un endroit pour aller chiller puis vivre ça autrement. Donc, on pense à ça, on pense à renouveler l'événement, à ce que tout le monde y trouve son compte. Puis c'est toujours à recommencer, puis c'est super stimulant aussi parce qu'il y a de la croissance encore. Même au niveau où on est là, il y a définitivement de la croissance à aller chercher pour un événement comme ça. C'est parce que la scène principale, bon, c'est plus de refaire la recette à chaque année, mais c'est comme tu dis, d'aller chercher d'autres événements, d'autres façons de présenter d'autres produits qui vont attirer du monde, puis pas juste attirer plus de monde, mais garder le monde plus longtemps sur les sites. C'est ça qui est intéressant parce que c'est comme agrandir par en dedans. Quand on dit on fait de la réno, on va agrandir par en dedans. C'est un peu ça que vous faites, vous Ouais. réaménager pour. On réaménage. On travaille beaucoup en ce moment sur notre offre premium. Donc, on sait que notre modèle d'affaires repose sur un laissez-passer extrêmement accessible, le plus accessible au monde. Vendre un billet autour de 120 $ pour 200 shows de cette envergure-là, il n'y a personne qui fait ça, tout simplement. À partir de là, on ne peut pas faire croître ces mathématiques-là indéfiniment. Par contre, il y a des gens qui sont prêts à payer 120 $ par soir ou 200 $ par soir ou en fait, sky is the limit si on a un produit pour aller avec. Puis on en a testé beaucoup. On a fait l'ajout des zones or, des zones argent, tout le côté de la loge corpo, on a ajouté les gradins d'un autre côté. Tout ça, ça se vend instantanément. Donc là, le message qu'on reçoit, c'est du premium. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Puis c'est là-dessus qu'on travaille. L'année prochaine, on devrait arriver avec toute une autre palette d'offres premium à coût de 2 000 à 3 000 personnes. Mais ça devient de plus en plus important. Peut-être qu'en ce moment, on est rendu à je ne sais pas si on n'est pas loin de 10 000 offres premium, peut-être entre 5 et 10 000. Est-ce qu'on peut se rendre à 15 000? Mais à un moment donné, il faut que ce soit vraiment premium. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est pas toujours assez d'avoir un positionnement avantageux. En fait, ce n'est pas assez d'avoir un positionnement avantageux. Puis on ne veut pas non plus, jamais, c'est sacré, donner le devant de la scène à une clientèle premium parce que c'est une clientèle qui est moins engagée avec l'artiste. Ils sont là pour l'expérience plus que l'artiste. Donc, pour nous, le devant de la scène, ça appartient aux fans en admission générale
qui sont arrivés en après-midi et eux s'en viennent connecter avec l'artiste. Puis si on a besoin que ça se passe absolument pour que l'expérience premium soit bonne parce qu'ils assistent à cette connexion-là. Donc, un positionnement avantageux, mais pas trop près. Et quoi d'autre? Après, ben là, Non. on peut s'imaginer toutes sortes d'affaires, puis on réfléchit à des soirées thématiques. On a vraiment une offre qui évolue constamment de ce côté-là. Ben, j'imagine qu'il y aurait des critiques si tu enlèves le premier 50-75 pieds d'admission générale, tu dis, ben là, ça va être du VIP, ça va grogner un peu, là. Oui, ça va Tu sais, parce que grogner. le Les monde, artistes vont grogner. On le vit déjà avec les espaces qu'on réserve pour le VIP sur le côté. Il y a des artistes qui vont se manifester pour dire que ces gens-là sont pas assez allumés, qui ne bougent pas assez, qui ne crient pas, qui ne sautent pas. Ils vont les engager directement, verbalement de la scène. ouais. On en a vu, puis on en verra d'autres. Ça fait partie de la game, mais il faut être prudent là-dedans, justement, faut jamais que ça devienne que la magie diminue de 1% parce que même à distance, ceux qui ne sont pas au centre de cette folie-là, ils observent cette connexion-là puis ils l'apprécient. Tu sais. Fait qu'il ne faut pas perdre ça. Non, 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 c'est ça. Puis surtout que les zones VIP, des fois, sont vides jusqu'à temps qu'il y ait l'artiste principal parce que les gens vont manger sur la grande allée, rentrent par une autre porte, puis ça, ils viennent voir le. Non, c'est bon de garder la foule, puis les gens qui sont là pendant 2 spectacles sont comme. Comment il y a un crescendo dans l'ambiance. Là. C'est sûr. Ils sont prêts, là. Ils n'arrivent pas en se disant, comme au milieu d'un party de Noël, c'est quoi qui s'est passé, c'est quoi j'ai manqué. Ouais. C'est ça. Je reviens, ces artistes, sans parler d'artistes, bon, côté marketing, les artistes ont une image, ont une marque de commerce à respecter. Est-ce que c'est difficile de dealer avec ça? Le côté, là, bon, il y a l'image que l'artiste fait, mais en dehors, tu sais, leur côté business, là, le côté marketing, il faut que tu travailles avec ça aussi, là. Oui, on parlait de show business depuis le début. Ceux qui travaillent de l'autre côté de la clôture l'ont très bien compris. C'est des entreprises très, très, très agressives, mercantiles, qui travaillent avec des produits internationaux extrêmement forts et éphémères, avec la nécessité de milquer, d'aller chercher tout ce qu'ils peuvent aller chercher dans un délai court, des cycles d'albums d'1 an. Un artiste qui va avoir 3, 4, 5 cycles, ça devient un artiste important. Il y en a très peu maintenant ou plus qui vont faire 20 albums, qui vont être là pendant 20, 30 ans. C'est extrêmement rare ou on ne verra plus jamais ça. Donc, ça vient avec la pression aussi de maximiser ça. C'est comme une carrière au hockey où tu te dis à quel âge je vais arriver au plus haut niveau, puis à quel âge il va ressortir entre les deux, il va falloir que ça se passe. La fenêtre d'opportunité n'est pas très grande. Donc, ça nous amène à dealer avec du monde très, très, très demandant, avec des égos extrêmement forts. Ils sont dans la business, du show business, ils travaillent sur l'image d'un individu, c'est leur produit. C'est des gens qui ont ce profil-là aussi. Il faut s'attendre à ce que ce soit chaotique ou exigeant, mais on le fait avec professionnalisme. L'idée, c'est de jamais se mettre à genoux, toujours conserver la tête haute. On ne travaille pas pour les artistes, on travaille pour notre organisation. Moi, il faut que je rappelle ça à tout le monde qui travaille dans mon équipe constamment C'est ça. pour éviter que les gens soient comme, mais là, l'artiste m'a demandé, ça m'arrive toujours, là, quelqu'un qui me dit, moi, mais l'artiste a exigé. Je suis comme, OK, mais à un moment donné, c'est une exigence, on n'est pas obligé de la rencontrer pour autant. Il faut qu'on se tienne debout. Puis si on le fait, puis on le fait bien, puis de façon professionnelle, on arrive à se faire respecter là-dedans. Mais au final, le droit à l'image, écoute, c'est un droit. C'est pas un prétexte, c'est pas un caprice. Donc, tout ce qu'on va faire qui va toucher à l'image de l'artiste doit être approuvé. Après, est-ce que ça va être facile de faire approuver ou ça va être pénible ou on n'aura pas de réponse? C'est là où ça devient frustrant. On a des impératifs. Nous autres, on sort un contenu, une publicité pour faire la promotion de l'événement imprimé. Il y a l'image de 2 artistes. On a besoin d'une approbe rapide. Si on n'a pas de réponse, on va en chercher 2 autres.
ça peut être frustrant. Il y a toutes les questions de billing qu'on appelle, qui veut dire de quelle façon l'artiste va être représenté versus les autres artistes présents dans l'édition, dans quel ordre, de quelle couleur, dans quelle fonte, de quelle grosseur, à Ouais. gauche, à droite, en haut, en bas. Ça, c'est des trucs qui sont devenus ingérable. Nous, on ne fait plus le poster par ordre d'importance parce qu'on n'y arrivait pas. On avait des annulations constamment. Tu arrives pour annoncer ta prog, tout est fini, mais l'artiste n'est pas d'accord d'être à gauche de tel autre artiste sur la 14e ligne, puis il annule le show. Puis tu as un contrat, puis tout, mais il annule, puis il dit poursuis-moi. Fait qu'on vit dans cet univers-là qui peut être frustrant. Fait qu'il faut être prêt, il faut être rigoureux, il faut être organisé, il faut leur laisser comprendre qu'on a réfléchi à ces situations-là, qu'on sait comment les dealer et qu'on est inflexible. Puis à un moment donné, ben, ça rentre dans l'ordre, mais c'est des moments qui peuvent être difficiles dans certains cas. Mais 80% du temps, ça va très bien. Ça veut dire que s'il se ramassait sa 14e ligue, sa 14e ligne, il n'était pas assez big pour s'obstiner. Puis je suis sûr que tu as des groupes qui sont énormes qui doivent dire tu me mets là en quelque part, puis ça me dérange pas. Là. C'est sûr, Ouais. c'est pas un festival que tout le monde passe, tu sais, comme à Montebello, tout le monde passe dans la même journée ou sur 2 journées, mais là, c'est des soirées différentes. Là, Ouais, ben c'est un peu comme ça qu'on s'en sort en travaillant avec l'ordre d'apparition, puis en faisant un programme par jour, puis donc on fait toutes sortes de techniques comme ça qu'on a développées pour être capable de faire le tour de ces questions-là. Puis, on va terminer bientôt. Tantôt, on parlait de contraintes. Bon, la gestion, l'organisation, c'est beaucoup de contraintes de votre côté. C'est quoi la contrainte la plus difficile? C'est quoi le plus gros défi? Bon, on a parlé de la programmation, arrimer tout ça, mais en général, l'organisation du festival, c'est quoi? Que ça soit budget, géographie, légal, Mhm. n'importe quoi, c'est quoi le plus gros défi, là? Ben, des gros défis qu'on a en dehors de, évidemment, amener notre talent au niveau où on veut, mais ça reste ça, comme tu disais, quelque chose à quelque part, qu'on maîtrise. Puis tant qu'on va se donner les investissements, on va être capable, avec l'historique, la crédibilité, la réputation et l'argent, on va arriver à chaque année, pas toujours de la même façon, avec le même succès, mais assez bien à chaque année. Ce qui est des impondérables puis des enjeux plus importants pour notre organisation, c'est qu'on travaille toujours avec des lieux qui ne nous appartiennent pas. Dès qu'on sort de nos salles de spectacle, de l'Impérial ou une autre salle qu'on va ajouter bientôt, on n'a plus le contrôle du calendrier, de l'aménagement, des plans de développement. Donc, nous, on travaille sur des terrains qui appartiennent parfois au fédéral. Donc, les plaines d'Abraham, c'est un terrain fédéral, c'est même pas québécois, c'est la Commission des parcs, des champs de bataille nationaux. Donc, c'est toute une entité avec qui on doit travailler, sur lequel on est installé avec notre plus grosse scène et sans laquelle on ne peut pas vraiment fonctionner avec notre plus gros événement. Donc, c'est très, très important. Ensuite, on va travailler au Parc de la francophonie qui appartient à la ville, au Parc de l'Assemblée nationale qui appartient à Parc Canada, une autre entité fédérale. On va travailler au Parc Georges V qui appartient aux militaires parce que c'est un parc de parade qui appartient aux militaires. C'est une autre organisation, un autre CA. Si on se déplace ailleurs en ville, on vient travailler un événement en septembre dans Saint-Roch XP. Donc, dans le quartier Saint-Roch, on va travailler avec la SDC Saint-Roch, avec les comités citoyens, avec la ville, le bureau des grands événements. On a toute cette panoplie de partenaires-là qui sont très bien intentionnés puis avec qui on a des très bons rapports. Mais il arrive constamment des affaires qui fait que nous, on est là 11 jours par année ou 3 jours par année ou 2 fois 4 jours. On ne peut pas être au centre du développement de ces lieux-là et toujours être pris en compte comme on voudrait. Et puis, quand un parc comme le parc Georges V, ça va être le cas l'année prochaine puis l'année d'après, doit être fait au complet, canalisation souterraine d'eau. Les militaires changent la vocation du parc, ils veulent en faire un terrain de parade. Bien sûr, on consulte, on est là, puis on essaie de trouver des solutions pour la relance, mais il va falloir qu'on se relocalise pendant 1 an ou 2.
Quand le mur de la vieille ville fortifiée est refait en arrière des plaines, comme ça va être le cas, pas cette année, mais les 2 années suivantes, c'est 15 000, 20 000 personnes peut-être qu'on perd de capacité sur le terrain pendant 2 ans. Il faut trouver des solutions. Ça nous arrive constamment. Euh, c'est normal, on n'est pas chez nous. On ne travaille pas Non. dans un environnement non plus qui est dédié au spectacle. Comme Evenco à Montréal avec le parc Jean-Drapeau, ils ont réussi à créer un événement. Ils ont dû le quitter pendant 2 ans aussi pour faire des travaux puis le réaménager. Mais c'est un événement dont la vocation est centrée vers ce qu'ils font. On ne travaille pas avec ce type d'environnement, nous, à Québec. Et puis, c'est un enjeu important, mais comme le reste, on y arrive. Ça prend des bons défis. C'est Puis ça, peut-être que puis l'enjeu, en terminant là-dessus, l'enjeu majeur aujourd'hui en sortir de pandémie, c'est la prévisibilité. Plus important que tout le reste en ce moment pour nous, c'est d'essayer de faire des budgets et d'avoir une compréhension du comportement du consommateur en sortie de pandémie dans un événement où notre business, nous autres, c'est de créer des grands rassemblements avec haut potentiel de contagion. C'est ça qu'on fait dans la vie. Fait qu'il faut voir à quel point cette crise-là va avoir des conséquences sur le comportement du consommateur à long terme. On va pouvoir mieux y répondre dans une couple d'années. Là, il faut prendre beaucoup de risques et faire des évaluations au meilleur des datas qu'on ramasse. On fait des sondages, on consulte, on voit ce qui se passe dans d'autres pays. Ça reste assez incertain au mieux. Donc, ça, c'est un grand défi qu'on a en ce moment aussi. parce que là, vous rajoutez un intervenant de plus qui est la santé publique, là, sûrement dans, dans la préparation. Là. La santé publique dans la préparation, puis le comportement du consommateur, même post, tout ça, quand c'est terminé, quand il n'y a plus de passeport vaccinal, de quelle façon on a changé le comportement du consommateur. Si tu travailles, encore une fois, tu vends 15 000 billets dans un aréna, s'il y en a 10 de moins ou de plus, tu cours toujours après 15 000 personnes. Nous, on vend 120, 130, 140 000 laissez-passer. Si 10 de moins, c'est le résultat qu'on a l'année prochaine, ben, c'est majeur. Ouais. C'est 15 000 billets non vendus. C'est un déséquilibre budgétaire très important. C'est des millions. Fait là, ça nous prend de la prévisibilité, puis c'est plus difficile de se projeter en ce moment à cause de ça. Puis en gardant le même produit ou un produit de qualité, c'est bien complexe. Dans les réflexions, c'est qu'est-ce qu'on fait sur le produit ou qu'est-ce qu'on fait sur le coût. Si le coût qu'on demande pour notre produit, il va falloir s'ajuster là-dessus. Si on pense qu'il y a 10 du monde qui ne sont pas vaccinés et qui seraient venus à notre événement, où on n'est plus là-dedans, la vaccination, tout ça est derrière nous, mais il y a 15 de nos habitués qui sont moins confortables à l'idée d'être dans des grosses foules comme ça. Il faut les remplacer ou il faut charger plus cher à tout le reste du monde pour compenser la perte de revenus. Fait que, on est dans ces réflexions-là en ce moment, comme tous les événements culturels là, pour la relance l'année prochaine. Bon. Hey, ça fait pas mal de tour. Je te retiendrai pas plus longtemps. On a jasé pas mal. Ça a été super intéressant. J'espère que les jeunes vont sûrement apprécier là, ce qui s'est passé. Fait que je te Ça fait remercie plaisir. beaucoup. C'est ça, festival d'été, je vais mettre le lien. Là, ceux qui sont curieux de voir la programmation, on peut s'attendre à peu près quand là, pour avoir une programmation complète, là, juste pour les curieux. Février-mars, là, ça devrait être dans Parfait. ces eaux. C'est bon. Fait On est février, là-dessus, ça avance bien. ah, mais c'est cool. Fait que les gens vont pouvoir assouvir leur curiosité. Fait que je te remercie encore 1000 fois. Ça a été super. Puis je te souhaite bon succès. Puis un bel été aussi avec un maximum de capacité. Ça marche, merci Michel, très gentil. Super.